Bonjour à tous, je suis Mickaël Benilouche, je suis directeur des études de Subbaro. C'est donc moi qui vais inaugurer cette web class organisée par Objectif CRFPA Avocat consacrée à la procédure pénale. Alors, je suis très honoré de débuter cet exercice qui est un exercice assez périlleux. Je vais vous présenter en quelques mots Subbaro avant de commencer à proprement parler ce qui constitue notre pédagogie. Subbaro propose différentes formules sur place, à distance, sachant que cet été, les cours de la préparation estivale seront filmés pour que nos étudiants de province puissent justement profiter de notre pédagogie. Le détail des offres est sur le site www.subbaro.fr. Lors de la préparation annuelle, l'emploi du temps a été fait en fonction des disponibilités des étudiants et cette préparation annuelle a déjà débuté. Pour la préparation estivale, à l'inverse, nous demandons à nos étudiants d'être totalement disponibles car il y a un emploi du temps qui est immuable. Cet emploi du temps qui est un emploi du temps immuable réside à proprement parler dans le fait que vous avez cours le matin, en début de semaine, le lundi, le mardi, le mercredi. Nous vous incitons par la suite, l'après-midi, à ficher les cours déjà effectués et à préparer le cours suivant. Le jeudi, le vendredi et le dimanche, vous composez les exercices. Quand vous rendez votre copie, vous récupérez en même temps le corrigé, que vous êtes censé également travailler. Le dimanche étant consacré intégralement à la note de synthèse, vous composez le matin, et l'après-midi, vous avez immédiatement le séminaire de correction, quand les choses sont encore fraîches pour vous. Subbaro, ce sont des cours en petit comité, moins de 35 étudiants par cours. C'est également le fait que vous avez des enseignants qui sont des enseignants expérimentés, qui vont justement tout d'abord rappeler les connaissances fondamentales et composer un exercice avec vous, un cas pratique avec vous. Chez nous, vous savez à qui vous avez affaire. Les CV des enseignants qui ici sont en ligne, ici, parlent pour eux. Mais Subbaro entend renforcer également la préparation, que ce soit au grand taux et à la note de synthèse. Il faut renforcer la culture juridique générale. Pour ce faire, vous avez la possibilité de participer à nos cafés débats. Chaque mois, vous allez rencontrer un avocat, il y aura un profil atypique qui va vous motiver, qui va vous donner un certain nombre d'éléments pour justement aborder cet examen sereinement. Vous avez également la possibilité d'assister au Penal Trophy, voire même d'y participer. Cette fois, c'est un invité d'honneur qui est un des ténors du barreau. Nous recrutons parmi les 30 avocats au classement GQ des avocats les plus puissants de France. Enfin, Subbaro, c'est un réseau. Vous avez un nom de promotion, vous avez des foulées de thématiques, il y a même un alumni et vous avez également des cours de coaching car on ne prépare pas cet examen de la même façon lorsqu'on en passe pour la troisième fois et pour la première fois. Voilà de façon la plus synthétique possible justement nos différentes formules, notre pédagogie à proprement parler, qui combine des cours en petit comité et également une prépa d'excellence. Alors, de ce point de vue-là, nous allons débuter maintenant la procédure pénale. Vous avez parfaitement la possibilité, au cours justement de cette web class, de poser vos questions en direct. Je suis avec un des autres membres de l'équipe pédagogique, Morgane, qui au fur et à mesure m'informera ici des différentes questions, le cas échéant. Lors de chaque séance de cours, donc les étudiants ont eu d'ores et déjà le fascicule à proprement parler, ils ont été informés également justement du cours en question, de la thématique du cours. Bon, moi pour ma part je débute chaque séance avec un point d'actualité. Je suis en charge des cours de procédure pénale et de droit pénal et l'actualité elle est particulièrement marquée. Lors du cours d'hier par exemple, lors de la préparation annuelle, j'ai particulièrement insisté sur excusez-moi, j'ai particulièrement insisté à cette occasion-là sur la réforme de la prescription pénale. La réforme de la prescription pénale, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Cette réforme, il faut l'expliquer et il faut s'attarder dessus parce que c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique. La prescription repose sur différents fondements qu'il faut expliquer. On dit parfois que la prescription en matière pénale se justifie par le fait qu'il s'agisse d'une sanction à l'égard du procureur. C'est une sanction à l'égard du procureur, pourquoi? Parce que le procureur a été négligent, il n'a pas poursuivi. Ce fondement-là est vrai dans certains cas, mais n'est certainement pas vrai dans tous les cas. Pourquoi? Parce que le procureur de la République n'est pas informé systématiquement des différentes infractions qui sont susceptibles d'être commises. Ce fondement-là est donc un fondement qui est relatif, qui est susceptible d'être renversé. Autre type de fondement, c'est le dépérissement des preuves et le risque d'erreur judiciaire. S'agissant de ce fondement, une nouvelle fois, c'est vrai pour les preuves à caractère subjectif, comme un témoignage. Plus le temps passe, moins le témoignage est fiable. Par contre, c'est inexact
pour les preuves objectives, comme par exemple une expertise. Et c'est justement avec le développement des nouvelles technologies et le fait que l'on puisse scientifiquement désormais avoir certaines preuves que l'on va avoir cette possibilité, le cas échéant, d'obtenir des preuves. Donc là encore, un fondement qui est relatif, qui ne fonctionne pas. Vous avez également le droit à l'oubli, ou encore le fait de dire que finalement, et c'est une formule du professeur Bullock, avec le temps, si l'on poursuit à nouveau, et bien ce qui va se passer, c'est que on applique une double sanction. Pourquoi? Parce que le criminel vit dans le remords et dans l'angoisse. Le remords de l'acte commis et l'angoisse d'être poursuivi. Et quand on a un délai de prescription de 10 ans, par exemple, on peut estimer que c'est une forme de sanction. Alors ça ne fonctionne que pour certains criminels. S'agissant des tueurs en série, des psychopathes, pour parler de façon générale, ça ne fonctionne absolument pas. On n'a finalement que des fondements qui sont relatifs. C'est ce qui explique toute la discussion autour de la prescription. Alors, qu'a voulu faire le législateur? Le législateur, il va allonger les délais de prescription. Attention, le législateur, j'entends par là qu'il s'agit d'une proposition de loi qui a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Une proposition de loi. Donc, finalement, un texte qui, justement, a été proposé par les parlementaires eux-mêmes et non initié par le gouvernement. Et il y a, justement, actuellement une réflexion qui est menée au sein du ministère de la Famille, on y reviendra, par rapport à la prescription. Alors, s'agissant des crimes et des délits, les délais de prescription sont multipliés par 2. On en arrive à des délais qui sont quand même des délais relativement longs, 6 ans en matière délictuelle, 20 ans en matière criminelle, pour ne parler que des délais de droit commun. Les crimes de guerre deviennent des crimes imprescriptibles. Et, à l'occasion d'une affaire, au cours de cette discussion parlementaire, a été évoquée ici la prescription des crimes à caractère sexuel sur les mineurs de 15 ans. Actuellement, les règles font en sorte que le délai de prescription est de 20 ans qui courent à compter de la majorité. 20 ans à compter de la majorité, ce qui fait finalement un délai qui expire à l'âge de 38 ans, et on ne peut pas poursuivre. Alors, voici qu'un fait divers survient. Une femme de 42 ans indique avoir été violée durant son enfance, c'est-à-dire quand elle était âgée de moins de 15 ans par définition. Cette femme donc, a été violée, on ne va pas remettre en cause ses propos bien évidemment, mais ici, comment est-ce qu'on va calculer le délai de prescription? Là, on va vous dire, elle ne peut plus agir. Alors, c'est bien évidemment là une hypothèse d'école. Pourquoi c'est une hypothèse d'école? Parce que on n'en sait rien, les poursuites n'ont pas été exercées. Et on va vous dire, voilà, il n'y a pas de possibilité d'agir. Mais ce délai de prescription, et c'est justement ça ce sur quoi il faut pousser, il est quand même susceptible d'avoir été interrompu ou encore d'avoir été suspendu. Les causes d'interruption, c'est des actes de poursuite ou d'instruction. Actes de poursuite ou d'instruction qui seront davantage précisés suite à la réforme. La suspension de l'action publique, on sait que l'Assemblée plénière dernièrement, justement, par rapport à la dissimulation, que ce soit la dissimulation à la fois physique, mais aussi la dissimulation qui est la dissimulation juridique des cadavres de nouveau-nés, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait estimé qu'il s'agissait là d'un obstacle insurmontable et considéré qu'il s'agissait d'une cause de suspension de l'action publique. Quand on en revient à notre fait divers, on ne trouve pas trace d'une quelconque cause d'interruption. Y avait-il, dans ce cas, une suspension d'action publique? C'est la question qu'on est susceptible de se poser. Alors, une suspension d'action publique, a priori, quand on regarde les faits tels qu'ils sont relatés, non. Pour avoir un peu creusé, il semblerait qu'on puisse l'évoquer. En effet, suite au choc traumatique lié à un tel événement lorsque l'on est un enfant, la victime a souffert, semble-t-il, d'une amnésie post-traumatique. Cette amnésie a fait en sorte que ni la victime, ni bien évidemment le ministère public ne pouvaient agir. Cette amnésie, elle a quelque part peut-être été aussi provoquée par l'entourage, qui vient et qui est susceptible d'indiquer dans ce cas-là, il vaut mieux oublier, c'est un point de vue qui existait à un moment donné, qu'il vaut mieux oublier ce type de fait. En cas d'amnésie, ce qui résulte de la loi, c'est quoi? C'est que le délai serait suspendu. Une difficulté se pose. Cette difficulté, c'est quoi? Est-ce que ce délai susceptible d'être suspendu est un délai qui, justement, est-ce qu'on ne rencontrera pas un problème de preuve par rapport à cette amnésie? Bien évidemment, mais les expertises sont là pour ça, pour s'assurer de la qualité. Et là, le législateur va renforcer. Mais certains évoquent justement le fait de rendre ces crimes sexuels sur mineurs de 15 ans totalement imprescriptibles. Alors, bien sûr, c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais dans ce cas-là,
qu'est-ce qui justifie le fait ici, justement, de rendre imprescriptibles ces crimes? Alors je crois que justement, il y a une question de l'un d'entre vous qui indique qu'en Grande-Bretagne, en droit anglais plus précisément, ce type d'infraction est un type d'infraction qui est imprescriptible. Certes, oui, mais en droit français, si on rend les crimes sexuels sur les mineurs imprescriptibles, ce qui est possible, dans une telle hypothèse, on rend un crime puni de 30 ans imprescriptible. Parce qu'on va cumuler un certain nombre de circonstances aggravantes, que ce soit la minorité de 15 ans, ou encore le fait que ça a été commis par une autorité de droit et de fait. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas rendre imprescriptibles tous les crimes, ou tous les crimes punis de 30 ans? Parmi les crimes punis de 30 ans, on a tout simplement le meurtre. Rendre ces crimes imprescriptibles, une nouvelle fois, reste possible, mais on continue à avoir une discussion sur le point de savoir quel est le fondement de cette prescription. Lorsque seuls les crimes contre l'humanité, les crimes contre l'espèce humaine étaient imprescriptibles, là on voit qu'il y a un caractère hautement symbolique. On peut poursuivre en tout temps ce type de crimes, parce que justement, ils sont inclassables. C'est d'ailleurs par ces crimes que commence le code pénal. Les crimes sexuels sur les mineurs sont des crimes qui figurent dans le code pénal, dans le livre 2 bien évidemment, mais ce ne sont pas les premiers crimes par lesquels débute le code pénal. Donc, vous avez quand même une discussion de ce point de vue-là, une discussion qui est à mener sereinement. Le problème, c'est que lorsque l'on est dicté par véritablement la pression de l'opinion publique, on ne peut pas avoir ce type de discussion. Pourquoi est-ce que je détaille ce point d'actualité de cette façon-là? Je détaille de cette façon-là parce que ce type de point d'actualité, c'est parfaitement un cas pratique qui est susceptible de tomber. Il faut savoir et se rendre compte d'un certain nombre d'éléments. Dans la réforme de l'examen du CRFPA de 2017, vous avez un certain nombre de certitudes. La certitude, c'est quoi? Votre option, pénale, international et européen, affaires, civile, ou encore droit administratif, bien évidemment. On sait quelle est la nature de l'épreuve, ce sera un cas pratique. S'agissant de la procédure, on déduit de la durée de l'exercice, 2 heures, qu'il ne peut pas s'agir d'autre chose finalement qu'un cas pratique. Quel autre type d'exercice serait susceptible de tomber? Il y avait une incertitude concernant le droit des obligations. Mais s'agissant du droit des obligations, il y a une réunion qui a été effectuée. J'imagine que vos directeurs d'IEJ vous ont informé de ces différents éléments. L'association des directeurs d'IEJ ne s'est pas exprimée de façon officielle de ce point de vue-là, mais dans les IEJ, ça s'est propagé. Mais normalement, ce devrait être un cas pratique. Alors, je dis normalement parce qu'il faut faire très attention. Au moment de la réforme, souvenez-vous, jusqu'à 3 semaines avant la réforme, le droit des obligations était censé disparaître de celle-ci. Donc, méfiez-vous de ces différents aspects. Il faut s'entraîner pour l'épreuve de droit des obligations essentiellement au cas pratique, de même que pour la procédure. Et par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est éluder les autres types d'exercices, comme un commentaire d'article, comme un commentaire d'arrêt, en droit des obligations, j'entends. Pour une épreuve de 2 heures, ensuite le cas pratique de procédure pénale, on parle de cas pratique au singulier. En réalité, tous ceux d'entre vous qui ont composé savent qu'il y a autant de cas pratiques que de concepteurs de sujets. J'entends par là, il y a des cas pratiques à question ouverte et des cas pratiques à question fermée. Le cas pratique à question fermée, c'est justement quoi? C'est le fait d'avoir, par rapport à un cas pratique déterminé, des questions qui sont très claires. Alors pour la procédure pénale, la garde à vue est-elle valable? Monsieur Machin peut-il être renvoyé en jugement? Les conditions d'une CRPC sont-elles réunies? Et ainsi de suite. Ça arrive de temps en temps. C'était par exemple le cas assez fréquemment à l'IEJ de Versailles. Bon. Par contre, il y a aussi souvent des cas pratiques à questions qui sont des questions ouvertes. Là, on les reconnaît. On les connaît, c'est ceux qui nous font le plus peur. Vous avez un énoncé très long, un magma à proprement parler, et à la fin vous avez une question. Quid iuris? Qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien, de ce point de vue-là, il va falloir bâtir les différents aspects. Donc il y a tout un pan qui est un pan méthodologique à faire. Ce type d'exercice est véritablement un exercice qui va vous conduire systématiquement, à avoir et à appréhender les choses de façon large, et à avoir aussi quelques connaissances théoriques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de plus en plus, cet examen d'avocat, il ressemble quand même à un concours. Et ce concours, il est quand même fortement inspiré de ce qui se passe à l'ENM. Quand vous prenez les annales de l'ENM, vous voyez que les cas pratiques sont des cas pratiques qui mixent les questions fermées et les questions ouvertes. On vous demande parfois, suite à toute une petite affaire, que va faire le ministère public? Que va faire le ministère public? Et là, on voit qu'il y a plusieurs modes de saisine des juridictions, que le ministère public peut aussi correctionnaliser, et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de connaissances à acquérir.
Et de ce point de vue-là, l'important, c'est de bien maîtriser sa méthodologie et d'être extrêmement rigoureux en la matière. Alors, je débute tous mes cours par un rappel méthodologique. Les étudiants au départ pensent savoir la méthodologie en procédure pénale et s'inspirent de ce qui existe en droit civil, en droit des obligations, voire en droit administratif. Cela n'a rien à voir. La procédure pénale repose sur d'autres éléments. En procédure pénale, d'abord, la première chose, qui est la première chose essentielle en méthodologie à connaître, c'est fixer le cadre juridique. Cette question se subdivise en plusieurs sous-questions. S'agit-il du cadre juridique de droit commun ou d'un autre? L'autre, c'est généralement la criminalité et la délinquance organisée. Alors, j'apporte un bémol, faites extrêmement attention de ce point de vue-là. Il y a d'autres procédures particulières, comme celle en matière de trafic de stupéfiants. C'est un piège récurrent dans certains types d'exercices. Donc, la première question qui va se poser, suis-je dans le droit commun? Suis-je en matière de criminalité et de délinquance organisée? Si je suis dans le droit commun, ça va commander certains fondements juridiques, donc une réponse en droit. Si vous vous trompez sur la réponse en droit, c'est toute la réponse qui est fausse. Et on perd beaucoup de poids. Donc il faut être rigoureux. Alors, c'est assez simple de savoir si on est en criminalité et délinquance organisée. Il y a une liste. On vérifie si on se situe dans la liste. Aujourd'hui, et c'est un des pans de cohérence de la réforme, quand on prend procédure pénale, on prend droit pénal. Et en procédure pénale, on utilise ses connaissances de droit pénal. Quand on voit la liste, on sait si on est en criminalité organisée ou pas. Et là, il faut être rigoureux. Il faut regarder la liste de 706-73, mais aussi des articles suivants. Car il y a 706-73 qui mentionne l'infraction en question. Dans ce cas, on a des règles de preuve dérogatoires qui figurent aux articles 706-73 et suivants. Et on a aussi une garde à vue dérogatoire qui figure à l'article 706-88. Si l'on est en matière de criminalité et de délinquance organisée contre les biens, comme l'escroquerie en bande organisée, comme le blanchiment, dans ce cas-là, on a des règles de preuve dérogatoires, 706-73 et suivants, mais la garde à vue de droit commun, et donc les règles de garde à vue de droit commun. Donc, dans cette première question, le cadre juridique, est-on dans le cadre d'une procédure spécifique? Est-on dans le cadre du droit commun? Une fois répondu à cette question, il faut déterminer, sommes-nous lors de l'instruction, lors de l'enquête? S'il y a un juge d'instruction, la question est réglée, on est lors de l'instruction. Il n'est pas là, a priori, on est lors de l'enquête. Le JLD, ce n'est pas un argument décisif. Il peut intervenir lors de l'instruction, dans certains cas, par exemple dans le cadre du contentieux de la liberté, mais aussi lors de l'enquête pour autoriser les actes qui sont les actes les plus attentatoires à la liberté individuelle. Par ailleurs, il faut indiquer, dans ce cas-là, si on est lors de l'enquête, sommes-nous dans le cadre de la flagrance? Attention, il n'y a pas un choix à faire. C'est-à-dire, il faut savoir si on est dans le cadre de la flagrance, car si on n'est pas en flagrance, on sera en enquête préliminaire. La flagrance, c'est l'article 53 du Code de procédure pénale qui la définit de façon très stricte, très claire. On a une jurisprudence qui est limpide de ce point de vue-là. Il y a un critère qui est un critère temporel, il y a un critère qui est un critère matériel. On arrive à déterminer la flagrance. Sinon, enquête préliminaire. Vous avez ainsi déterminé le cadre juridique. Du cadre juridique découle le texte applicable. Car si par exemple vous avez une perquisition qui est effectuée dans le cadre d'une instruction dans un cabinet d'avocats, et que vous posez comme fondement juridique de votre réponse en droit, l'article 56.1, votre réponse est nécessairement fausse. Pourquoi est-ce qu'elle est fausse, cette réponse? Parce que dans cette dynamique-là, vous vous situez nécessairement sur une perquisition, une saisie effectuée en vertu non pas des articles 56 et suivants, qui visent en fait les perquisitions et saisies en matière d'enquête de flagrance, mais des articles 94 à 99 qui vont renvoyer à 56.1. Donc d'abord, je cite le bon article, puis le renvoi, et enfin, je détermine le régime applicable. Cette question préliminaire, elle suppose énormément de rigueur. En 2 heures, vous n'aurez pas le temps d'improviser. Il va falloir se familiariser avec le plan du Code de procédure pénale. Deuxième sous-question qui se pose, après avoir fait le cadre juridique, c'est la plus simple, celle sur laquelle les étudiants se régalent véritablement, c'est la disposition a-t-elle ou non été méconnue? Je n'ai pas de précision à apporter là-dessus. Vous voyez si les conditions légales ont été réunies ou pas. On sait que sous l'influence de la CEDH, les textes de procédure pénale sont des textes qui sont extrêmement précis, pointus. Vous arriverez sans problème, avec une bonne formation, à arriver jusqu'au bout. Mais il y a une troisième question. Celle-ci, elle est terrible. Alors, je ne vais pas adopter un ton quand même qui est un ton trop affolant. C'est
quelle est la sanction encourue? Et oui, c'est le régime de nullité. Si une disposition a été méconnue, il faut savoir quelle va être la sanction en la matière. Alors, la sanction en la matière, là, ce point de vue-là, est un point de vue qui est susceptible de plusieurs interprétations. Quelle est la sanction en la matière? C'est des nullités dont il s'agit. On connaît la règle, articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, il n'existe pas de nullité sans grief, c'est-à-dire que pour dire que tel acte va entraîner telle méconnaissance entraîne la nullité de l'acte, il faut montrer que ça a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée. Est-ce que ça a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée? Deux grandes catégories de nullité. Les nullités textuelles, là dans ce cas-là, c'est la loi elle-même qui indique que la disposition a nécessairement méconnu les intérêts de la partie concernée. On ne se pose plus de questions. S'il y a une nullité textuelle, comme c'est le cas par exemple en matière de contrôle d'identité, 78-3 du CPP, dans une telle hypothèse, eh bien, puisque le texte nous dit que la nullité est encourue, la nullité est encourue. Et puis les autres. Alors là, il y a un flottement terminologique. Adoptons une terminologie simple pour cette web classe, les nullités virtuelles, qui correspondent parfaitement au mot web classe. Nullité textuelle et virtuelle. Pour qu'il y ait une nullité virtuelle, il faudra prouver que la disposition a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée. Oui, mais ce n'est pas tout, parce que le juge, parfois lui-même, présume de façon irréfragable l'existence de ce grief. C'est le cadre des nullités substantielles qui existent au sein des nullités virtuelles. Ces nullités substantielles sont des nullités pour lesquelles le juge va estimer qu'elles ont nécessairement porté atteinte aux intérêts de la partie concernée. Nécessairement. Alors, sur ces nullités, ce type de nullités-là, comment les identifier? Eh bien, c'est très simple. Votre éditeur de code, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu, peu importe, là la concurrence est très saine, il va indiquer justement ce type de jurisprudence qui sont des arrêts de principe, et généralement à la toute fin des arrêts qui sont cités en illustration d'un texte de loi. Donc vous saurez. Et là, vous avez compris, une des méthodes essentielles de travail, quelle que soit finalement la formule choisie, eh bien, c'est de travailler avec votre code. Il faut que tout au long de l'année, vous vous baladiez avec votre code, ce code de procédure pénale, que a priori on n'aime pas trop, la procédure, il y a de quoi quand même se régaler avec son code de procédure pénale. Emmenez-le partout avec vous, sympathisez avec lui. Votre code de procédure pénale, sachez quelque chose, pour cette épreuve de procédure, c'est votre meilleur ami. Parce que vos meilleurs amis, vos copains, vos compagnes, même votre femme ou votre mari, même vos parents, ils ne seront pas là lors de l'examen. Le code, oui. Et quelqu'un qui maîtrise le plan du code ira plus vite. En 2 heures, vous n'avez pas le temps. Ce temps, vous allez le gagner en préparant bien les choses auprès du code. Voici pour cette méthodologie. Bien évidemment, c'est une méthodologie qui est un petit peu approximative parce qu'il faudrait creuser et développer un certain nombre d'éléments, mais j'ai promis de me conformer justement aux exigences de cette web class et d'entamer immédiatement, après avoir fait donc ces quelques mots de présentation de Subbarreau, puis l'actualité et enfin la méthodologie, de débuter un cours à proprement parler. Le cours que j'ai choisi véritablement un cours qui est un cours généralement âpre, c'est celui qui est consacré à la garde à vue. Alors, j'essaie de vous situer vraiment dans le cadre de la préparation. Dans le cadre de la préparation, les étudiants auront reçu donc leur fascicule de procédure pénale. Je leur aurai indiqué que la séance suivante, nous allons travailler sur la garde à vue. Donc, ils auront appréhendé la garde à vue, les différentes règles qui sont applicables. Et donc, ils arriveront en cours en petit comité, je vous le rappelle, avec leurs questions. Et je débuterai par la présentation, justement, de ce procédé qui est la garde à vue. Alors, quand on commence par ce procédé qui est la garde à vue, comment est-ce que ça va fonctionner? Ce qu'il faut savoir, c'est que la garde à vue a fait l'objet de plusieurs réformes. Dans le cadre de ces différentes réformes de la garde à vue, aujourd'hui, on a un droit positif qui, parfois, n'est pas tout à fait compris. Pourquoi? Le premier aspect est l'aspect essentiel. Et ça, on ne peut pas l'indiquer par écrit, on est obligé de l'indiquer par oral, que ce soit par le biais d'une vidéo ou encore par le biais d'un cours. L'aspect qui est l'aspect essentiel, c'est nécessairement d'essayer de déterminer par rapport à la garde à vue comment cette mesure peut être décidée, dans quel cadre et quels sont les droits qui sont afférents à celle-ci. Tout d'abord, ici, cette mesure est les notions voisines. Cette
mesure et les notions voisines, on situe dans le code aux alentours des articles 60 et suivants 4 mesures différentes avec des appellations différentes et également des utilités différentes. Ces 4 mesures vont être l'audition sans contrainte, autrefois appelée audition libre, la doctrine continue de l'appeler audition libre, mais audition sans contrainte, ça permet de faire un parallèle avec une autre forme d'audition, l'audition sous contrainte, le suspect libre et la garde à vue. 4 mesures différentes. Comment va-t-on procéder à ces différentes mesures, à proprement parler? On va les prendre, on va les comparer. Tout d'abord, pour qui? L'audition sans contrainte et l'audition sous contrainte sont des mesures qui ne peuvent s'appliquer qu'au témoin. En tout cas, à une personne qui n'est pas suspecte. Parce que dès lors qu'il existe des raisons plausibles laissant présumer la participation de la personne à l'infraction, c'est-à-dire dès lors que la personne est suspecte, dans une telle hypothèse, il n'y a pas de choix. Soit le suspect libre, soit la garde à vue. Aujourd'hui, dans les différents systèmes, on voit aussi que suspect libre et garde à vue, ainsi que les différentes formes d'audition, constituent des moyens utiles à la police. Combien de temps maintenant dure chacune de ces mesures? L'audition sans contrainte, le code semble indiquer qu'il s'agit uniquement du temps nécessaire à l'audition. Finalement, la personne est simplement libre de partir des locaux quand elle le souhaite. Dans une telle hypothèse, bien évidemment, elle risque quand même quelque part de mentionner son cas, d'aggraver son cas. Ensuite, deuxième élément, suite à cette audition sans contrainte, on a l'audition sous contrainte. Là, la personne est tenue de répondre aux questions qui lui sont posées. On lui pose des questions, et cette mesure ne peut durer au maximum que jusqu'à 4 heures. Le suspect libre, cette mesure ne peut durer que jusqu'à 4 heures aussi. Enfin, la garde à vue, en droit commun, 24 heures. Plus 24 heures, la mesure est susceptible d'être prolongée par le procureur. Et si on est dans le cas de la criminalité et de la délinquance organisée, on peut avoir enfin 2 nouvelles prolongations pour atteindre 96 heures. Et en matière de terrorisme, encore 2 nouvelles prolongations pour atteindre au final 6 jours. Mais là où c'est important, ça va être aussi de voir les formes de computation de ces délais. Les formes de computation, car chaque mesure commence à faire courir un délai qui s'imputera sur la mesure finale. Alors là, nous sommes tous très doués, je le sais en matière de mathématiques, pour parvenir à cela, on a parfois quelques calculs à faire. Voici une personne, et en plus les choses s'aggravent dès lors qu'on va utiliser une autre notion qui figure dans le Code de la santé publique, qui est ici le placement en cellule de dégrisement. Voici une personne qui fait l'objet d'une audition. Bon, la personne se lève, elle s'énerve, au bout d'une demi-heure, elle dit « bon, maintenant je veux partir ». Les policiers disent « non, vous ne partez pas, vous continuez, on passe, on bascule à une audition sous contrainte ». Alors, une demi-heure, l'audition sans contrainte, 1 heure et demie, on va dire, l'audition sous contrainte, et là, il s'avère que la personne, quand même, a un comportement suspect. Les policiers la suspectent, on passe en suspect libre. Attention, les 2 heures qui viennent de s'accomplir s'imputent sur les 4 heures du suspect libre. La personne ne pourra faire l'objet de cette mesure que pendant 2 heures. Et à l'issue de ces 2 heures, elle pourrait faire l'objet simplement d'un placement en garde à vue, mais, sauf prolongation du procureur, que pour 20 heures. Les différentes mesures s'imputent les unes sur les autres. Maintenant, quels sont les droits inhérents à la personne? Vous l'avez compris, dans l'audition sans contrainte, la personne a finalement un droit, un seul, de partir. L'audition sous contrainte, la personne n'a finalement quasiment aucun droit, si ce n'est de provoquer un placement en garde à vue ou sous suspect libre, ce qui ne saurait lui être conseillé. Suspect libre, elle dispose de quelques droits, notamment la possibilité d'avoir un entretien avec un avocat, notamment le droit de faire prévenir un proche. Toutes ces dispositions-là. Là où on a la plénitude des droits, c'est la garde à vue, la mesure la plus longue. Enfin, la plénitude. Nous y reviendrons. La plénitude, tout est relatif. Pourquoi tout est relatif? Parce que, justement, s'agissant de cette mesure très spécifique qu'est la garde à vue, la notification des droits doit intervenir immédiatement, nous dit le code, le procureur est également informé immédiatement, seul un OPJ procède à la garde à vue, et justement, tous les droits doivent être notifiés. À ce titre-là, on peut mentionner une évolution de la jurisprudence, une évolution qui est une évolution aujourd'hui qui date d'il y a une quinzaine d'années et qui perdure aujourd'hui. Tous les droits qui sont notifiés lors de la garde à vue font l'objet d'une nullité substantielle.
Vous voyez ici le lien par rapport à la méthodologie, qui permet de dire que la jurisprudence va présumer par rapport à tous ces droits dès lors qu'ils ne sont pas effectifs, va permettre de présumer l'existence d'un grief dans une telle hypothèse, et c'est une présomption irréfragable dont il s'agit. Tous les droits sont notifiés, que ce soit le droit à l'examen médical, le droit à l'avocat, que ce soit également le droit de faire prévenir un proche et son employeur. Bien évidemment, il y a des spécificités très techniques qu'il conviendrait d'étudier plus avant. C'est ce qui sera l'objet de la suite d'un cours à proprement parler. Mais ce sur quoi il faut insister, c'est justement ce droit à l'assistance d'un avocat. Aujourd'hui, en l'état du droit positif, il semble que dans un cas pratique à question ouverte, quelque chose puisse survenir par rapport à ce droit à l'assistance d'un avocat. Pourquoi? Vous comprenez bien, vous passez un examen qui est l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Les sujets, vous avez vu la composition de la commission à proprement parler. Quand on voit la composition de la commission, on se rend compte que dans la composition de cette commission, c'était peut-être une crainte de certains, mais par rapport au programme total de la procédure pénale, il n'y a pas de personnes spécialisées en exécution des peines. Contrairement à ce qui a été dit ici ou là, sans vouloir stigmatiser qui que ce soit, bien évidemment, contrairement à ce qui est indiqué ici ou là, c'est pas cette commission qui va établir les sujets, bien évidemment, parce que sinon on saurait déjà quel type de sujet il s'agirait. Vous avez dans la commission un grand spécialiste de contrats spéciaux et une grande spécialiste de procédures civiles d'exécution. Donc on saurait le type de sujet. Non, cette commission va choisir des sujets proposés par les IEJ. Bon, dans les IEJ, il y a peu d'IEJ où il y a des personnes spécialisées en exécution des peines. Peu, ça ne veut pas dire aucun. Et il y en a encore moins, à ma connaissance il n'y en a qu'un, dans lequel il s'agit d'un universitaire qui enseigne l'exécution des peines, et dont c'est la spécialité. Bon, c'est un IEJ du sud de la France que certains d'entre vous connaissent très bien. La personne écrit des ouvrages en la matière, donc il ne faut pas exclure cette matière. Tout ça pour vous dire que l'examen, il a une vocation professionnalisante qui est plus marquée. Vous aurez nécessairement des questions en procédure pénale sur les écoutes d'un avocat, les perquisitions d'un avocat, mais aussi sur les droits, qui sont les droits ici de l'avocat lors des différentes mesures, qui sont les différentes mesures applicables. S'agissant de ces différents droits, quel avocat? L'avocat n'a pas accès totalement au dossier, il a accès à des pièces qui ne lui servent à rien. Il a accès à l'examen médical, au certificat médical qui lui permet de voir que la garde à vue est conforme aux exigences. Il a accès à l'interrogatoire d'identité, car quand on prévient l'avocat, il dispose d'un délai de 2 heures pour arriver en garde à vue, suite à quoi, c'est ce qu'on appelle le délai de carence, suite à quoi les interrogatoires et confrontations débutent, s'il n'est pas arrivé. Et si les interrogatoires et confrontations débutent, à ce moment-là, ce qui va se dérouler pour lui, c'est quelque chose d'assez, on va dire, sympathique. On lui communique les différents actes. Et plus encore, son droit qui est le plus fondamental, d'assister aux interrogatoires et confrontations, c'est le droit d'assister non pas son client lors des interrogatoires et confrontations, mais de l'assister en ce sens qu'il est présent. C'est tout. Il ne peut pas normalement agir. Alors, après, en pratique, on vient de discuter ces différents éléments. Voilà ces premières grandes caractéristiques par rapport à la garde à vue. Par la suite, que se passerait-il dans le cadre d'un cours sub-barreau? Dans le cadre d'un cours sub-barreau, j'annoncerai les subdivisions du cours après avoir fait cette présentation, et vous constatez que dans cette présentation, il n'est nullement fait référence à un historique, car on peut exclure totalement l'idée d'avoir un historique à évoquer dans le cadre de cette épreuve, plutôt d'essayer de déterminer la mesure et les grands cadres. Par la suite, donc, je détaillerai dans une première partie justement les droits inhérents à la garde à vue. La subdivision consacrée à l'avocat serait bien plus dense que les autres. Et puis par la suite, en prenant ici quelques cas pratiques que j'aurais composés par avance, on essaierait ensemble de déterminer justement une méthodologie idoine pour y parvenir. J'évoquerai la possibilité aussi, notamment, de l'OPJ de s'opposer au fait de prévenir tel ou tel proche, de choisir tel ou tel avocat, mais aussi quelques spécificités. Que se passe-t-il par exemple en garde à vue lorsque la personne qui est placée en garde à vue, alors on va prendre quelques villes un petit peu de province, tout à l'heure j'ai mentionné Versailles, il n'y a pas de raison, l'individu est placé en garde à vue à Amiens, ce qui me permet de saluer mes étudiants amiénois, bon, et il choisit un avocat qui est un avocat de Marseille. Par rapport aux moyens de transport, connaissant bien le TER qui relie la Picardie au reste de la France,
il va être quand même assez délicat pour l'avocat qui est à Marseille de venir. Est-ce qu'il existe dans ce cas une obligation à l'égard du policier, de l'OPJ, de rendre le droit à l'avocat effectif? Est-ce qu'il doit indiquer à la personne placée en garde à vue que cette personne doit impérativement, dans une telle hypothèse, prévenir quelqu'un d'autre? Ou doit-il l'y inviter? Que se passe-t-il dans une telle hypothèse? C'est justement le type de cas qui a été tranché progressivement par la jurisprudence. Les cours sont nécessairement des cours dans lesquels vous avez des jurisprudences qui sont des jurisprudences récentes et dans lesquelles il y a une mise en perspective. Alors attention, il ne s'agit pas de composer, je vous distribue un sujet et je vous dis voilà, vous composez sur le sujet, débrouillez-vous. Et moi je vais prendre un café, pas du tout, on compose ensemble. Je vous donne un sujet et on commence à travailler ce sujet ensemble. Je vous explique quelles sont les choses trappes, les difficultés et les pièges inhérents à cette matière. Alors, quelques mots simplement pour terminer. Voilà ce que je vous propose. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la préparation et ses différentes façons de procéder, je vous suggère d'envoyer un mail à info@subbaro.fr, c'est notre adresse mail, ou encore de nous contacter via les réseaux. Il y a un groupe Facebook qui est consacré à la promotion actuelle, une page Facebook Subbaro, le groupe Actualité CRFPA que je dirige. Donc vous avez tous les moyens de pouvoir nous contacter. Plus encore, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, je sais que certains parfois contactent et veulent savoir à qui ils ont affaire à proprement parler. Ce que je pourrais vous proposer, on établira avec les administrateurs de ce groupe, puisque c'est lié à cette web classe, ce que je peux vous proposer, c'est soit d'assister en visuel à un des cours que nous dispensons lors de la prépa annuelle, à titre exceptionnel pour que vous puissiez voir notre pédagogie, sur inscription bien évidemment, ou encore que je filme une partie d'un des cours, ce qui vous permettra de vous assurer de cette forme de pédagogie. Attention, cette pédagogie-là est une pédagogie qui, d'une façon ou d'une autre, s'adresse à certains. Vous avez cours en petit comité. Les cours ne sont donc pas anonymisants. Ce qui signifie que votre enseignant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous venez pas en cours, il le sait. Et notre suivi pédagogique, c'est aussi le fait d'avoir des responsables pédagogiques avec lesquels vous allez discuter régulièrement, avec lesquels vous allez avoir un lien qui est un lien régulier. Alors, quoi qu'il arrive, que vous nous rejoigniez ou non, je voulais d'abord vous souhaiter bon courage et bonne chance. Vous dire aussi que vous vous êtes inscrit pour 2017, vous n'avez pas nécessairement fait un mauvais choix. Statistiquement, il y a 40% d'étudiants en moins qui se sont inscrits cette année. Donc, vous n'êtes pas la génération crash test, je n'aime pas ça, et que justement, comme il y a moins d'étudiants inscrits, on aura moins qui vont l'avoir. Par contre, pour les prochaines années, ça risque d'être quelque peu difficile. Mais dans une structure comme la nôtre, ce que l'on essaie de faire, c'est justement de s'adapter et de vous donner un travail qui est un travail de qualité. Ce que l'on veut, c'est que vous croyez en vous. On vous dit trop dans le cadre de vos études universitaires que vous êtes nul, que vous n'y arriverez pas, qu'être avocat, c'est être en dessous du SMIC. C'est faux, c'est inexact. Quand on s'attache à ses rêves, on réussit. Et vous réussirez. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette web classe vous a plu. Et j'espère vous croiser bientôt, que ce soit dans nos cours ou que ce soit au palais. Je vous remercie. À très bientôt, futurs confrères.